Hendaye, où le maire sortant Cottier et Sénarot brigue un troisième mandat. Il aura face à lui trois autres candidats. Voici leur présentation. Laetitia Navarron, Euskal Herriabai, liste Hendaia Biltzen, uni.e.s pour Hendaye, liste régionaliste, sans mandat. Laurent Tariol, Parti communiste, liste Hendaye en commun, Parti communiste, conseiller municipal d'opposition sortant, secrétaire de la section Parti communiste de Hendaye. Cottier et Sénarot, Parti socialiste, liste Hendaye avec vous, Hendaye Souekin, Parti socialiste, maire sortant, premier vice-président de la communauté d'agglomération du Pays Basque, conseiller départemental d'opposition. Pascal Destruau, sans étiquette, liste Ensemble Réveillon Hendaye, divers, conseiller municipal sortant. Alors on va parler évidemment urbanisme, écologie ou encore économie, mais d'abord arrêtons-nous sur le mouvement des Gilets jaunes qui a profondément marqué ces derniers mois la société française. Cottier et Sénarot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le maire sortant, vous briguez un troisième mandat et vous avez été sensible à ce mouvement des Gilets jaunes au point d'ailleurs d'inclure dans votre liste un des leurs, Tom Dubois. Qu'est-ce que ce mouvement va changer dans votre façon de gérer la ville si vous êtes réélu ? Écoutez, en tout cas, moi j'ai eu plaisir à intégrer Tom Dubois sur ma liste puisque je l'ai vu très actif, très mesuré aussi dans ses combats et en tout cas prônant ce qui se disait France entière, c'est-à-dire que la France, les Français n'étaient pas écoutés avec le gouvernement actuel et c'est un message que je suis capable de relayer, que nous relayons d'ailleurs au sein de notre municipalité. De quelle manière ? Bien, chaque fois qu'il y a des activités, il y a eu le G7, le contre G7 s'est déroulé en Hendaye. Je rappelle 15 000 personnes. Vous avez accepté ? Que nous avons accepté, qui nous a été un peu imposé, avec lesquelles nous avons travaillé et qui s'est très bien passé grâce à tous les Hendayais, grâce aux forces de l'ordre, grâce aux manifestants. Nous savons faire ça sur Hendaye aussi. Alors, Laetitia Navarron, vous êtes la seule femme tête de liste à Hendaye et vous menez une liste régionaliste à Berthe-Salé. Cet enjeu social et sociétal, vous, il est au cœur de votre programme. Effectivement, nous, on n'envisage aucun projet qui soit pris et qui soit réalisé sans la coopération des Hendayaises, des Hendayais, mais aussi des professionnels, des personnes qui travaillent dans les quartiers pour lesquels il y aura des projets à mener. Alors effectivement, les mouvements sociaux de l'année passée, les Gilets jaunes, mais aussi tous les syndicats qui depuis des années se mobilisent, nous montrent bien qu'il y a un malaise. Qu'il y a un malaise, que la société civile a envie de retrouver sa place au niveau des décisions et nous, ça nous semble tout naturel et ça nous semble vraiment riche et porteur d'inclure les Hendayais et les Hendayaises à toutes nos décisions et à toutes nos réalisations. Alors Laurent Tariol, vous, votre liste étiquetée Parti communiste a reçu le soutien de la France insoumise. C'est une pression supplémentaire pour défendre ce volet social ? Ça marche, oui. Je ne sais pas si c'est un plus ou moins. Ils ont fait un choix de nous soutenir. Pourquoi vous ? Pourquoi moi ? C'est à eux qu'il faut demander. Je pense que le projet qu'on propose aujourd'hui va plus dans leur sens que le projet des autres. Voilà. Après, nous, on propose un projet quand même qui est plus participatif au niveau des Hendayais. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça soit le cas. On y reviendra après, oui. Mais en tout cas, ce volet social, il est vraiment au cœur de votre projet aussi. Ah ben tout à fait. Le mouvement social a été important et nous, on a toujours porté quelque chose sur le social qui était important, autant au niveau du Parti communiste que dans les gens, les citoyens qui sont dans notre liste. Pascal Destruau, comment répondre concrètement à l'échelle municipale à ce mouvement des Gilets jaunes ? Écoutez, ça marche. Écoutez, je pense que déjà en prenant en compte toutes les problématiques qui sont aujourd'hui des problématiques de société, et je pense qu'au niveau local, on touche la réalité de tous les jours des gens, la vie des gens, la vie des personnes. Donc les problématiques, on est au cœur de la société. Donc voilà, il faut aborder, traiter ces sujets-là et apporter des solutions. Ce malaise, vous l'avez senti, vous êtes dans les équipes municipales depuis un petit moment, est-ce que vous l'avez senti arriver, ce malaise social ? Je pense que voilà, c'était latent depuis quelques années déjà et les décisions qui ont été prises ont mis en avant ce mouvement citoyen. C'est un mouvement citoyen qui demande des réponses concrètes. Donc je pense que c'est important de pouvoir répondre et prendre en compte ces remontées d'informations, les traiter pour que la société évolue positivement.
Alors, on va parler à présent d'urbanisme. Hendaye est certes un peu moins touché que Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz pour les problèmes de logement. Néanmoins, c'est un sujet préoccupant. Monsieur Essenaro, vous déplorez la pression de l'État en matière de construction de logements sociaux. L'État qui impose des quotas, dites-vous, mais ne donne pas de solution. Ça veut dire que vous êtes un peu coincé, Hendaye, pour augmenter ce taux de logements sociaux? Je rappelle simplement qu'Hendaye est probablement la plus petite commune de la côte basque. Nous ne sommes uniquement que sur 800 hectares. Si l'on compare à Biriatou, 1500, ou à Urugne, 5000 hectares. Et nous avons des contraintes de loi littorale qui sont redoutables pour nous, comme pour d'autres collègues de la côte d'ailleurs. Mais bien sûr, avec le domaine d'Abadia extraordinaire, sur lequel heureusement on ne peut pas y toucher, mais la zone portuaire, la zone de l'aéroport de Fontarabie. Donc nous sommes extrêmement contraints. Et malgré ça, nous avons mis un PLU qui est contraint, mais qui permettra quand même petit à petit de se rapprocher des contraintes de la loi SRU et d'atteindre 25% de logements sociaux. Qu'est-ce que vous auriez attendu comme mesure d'aide de l'État, par exemple? Vous dites qu'il n'y a pas de soutien de l'État. Ben d'abord, on se rend compte que France entière, l'État ne parle pas d'une seule voix en matière d'urbanisme. On autorise des constructions dans le sud-est qu'on refuse au Pays Basque. On autorise des constructions ou des réalisations en Normandie qu'on refuse au Pays Basque, voire dans les Landes. Donc il faut que les services de l'État, la DDTM, la DREAL, les architectes des bâtiments de France, bien se parlent un petit peu. Et effectivement, je reconnais cette République à condition qu'elle parle d'une seule voix. C'est ce que j'aimerais en tout cas pour ma commune aussi. Laetitia Navarron, alors vous avez un objectif très très ambitieux en matière de logement social, 60%. Est-ce que c'est réalisable? Alors 60% sur l'ensemble de la commune, c'est vraiment un taux élevé effectivement, mais pour commencer à changer un peu le pendant de ce qui se passe en ce moment, depuis une dizaine d'années, on était à 60% de résidence principale, on est descendu à 55 en 2016, d'après ce que j'entends on remonte un peu, mais c'est toujours pas assez. Donc nous, effectivement, au niveau du PLU, on a un projet ambitieux et quelque chose qu'on va faire très rapidement parce que ça va prendre du temps, c'est la modification simplifiée. Et là, on va aller même sur du 70% de logements sociaux. Mais de quelle manière, par quel mécanisme? Alors, 40% de logements sociaux par les loyers en location, ce qui est prévu à l'heure d'aujourd'hui dans le PLU qui a été voté à fin mi-mois de février. Et augmenter la part de l'accession avec des montants abordables et par le biais du bail réel et solidaire. On a vu que c'était possible, que ça a été fait dans des PLU sur Bidart, sur Saint-Jean-de-Luz, alors sans rentrer dans le fond, mais au niveau du taux de logements sociaux, ça se fait. Et nous, c'est quelque chose que l'on va faire par le biais d'une modification simplifiée maintenant. Alors Laurent Tariol, vous déclarez que ce PLU, il n'est pas assez ambitieux, finalement, il ne va pas assez loin? Oui, déjà je voulais revenir sur le premier sujet des Gilets jaunes. Nous, on n'a pas attendu les Gilets jaunes pour dire qu'il y avait un problème en France côté social. Ça fait longtemps qu'on le dit et on n'a jamais été entendu. Alors je suis content qu'aujourd'hui, maintenant, tous les politiques soient d'accord avec nous, premier point. De deux, oui, on estime qu'aujourd'hui, le PLU n'est pas assez ambitieux. Aujourd'hui, il va y avoir un manque d'à peu près 1000 logements sociaux sur la ville d'Hendaye actuellement. En 2025, ce projet de nouveau PLU ne permettra pas d'atteindre les 25% de logements sociaux, quoi qu'on en dise. Donc nous, on dit aujourd'hui un PLU ambitieux, c'est un PLU qui aurait été en capacité d'atteindre ces 25%. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Voilà. Et donc vous voulez le modifier de quelle manière, ce PLU? Tous les mois. Alors il y a ce qu'a dit Laetitia Navarron qu'on peut changer. Il y a plusieurs autres mécanismes, même s'il faut peut-être à un moment contraindre les promoteurs là-dedans. On mettra tout ce qu'il faudra en œuvre pour atteindre ces 25%. Aujourd'hui, on a trop de retard là-dessus. Ça fait plus de 20 ans que ça existe, que c'est dit. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu la dynamique qui a été mise. Alors, Pascal Destruo, ce PLU, il a été modifié un peu tardivement, en fin de mandat. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette modification? Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec le fait qu'il n'est pas assez ambitieux, qu'il faut aller plus loin et taper plus fort? Donc, il y a plusieurs questions dans une seule. Par rapport au PLU, effectivement, je trouve que c'est bizarre de proposer ce PLU à 3 semaines des élections. Je pense qu'il y avait des points de désaccord entre nous sur lesquels on aurait pu débattre durant la campagne. Donc en fait, on explique un peu, il a été modifié lors du dernier conseil municipal. Le dernier conseil municipal, c'est ça? Disons que le PLU 2010 était en vigueur jusqu'au 22 février 2020. M. Essenaro avait demandé une modification du PLU en 2014. Ça a mis 6 ans et ça a été voté, on va dire, 3 semaines avant les élections. C'est dommage. Ça aurait été l'occasion, on est là pour débattre, de chacun y apporter un plus. Ensuite, concernant le PLU en vigueur et les logements sociaux, moi je pense que
Ce PLU, nous on considère qu'il faut construire mieux et pas construire plus. Donc construire mieux, c'est répondre aux demandes de logements sociaux. C'est vrai qu'on a du retard par rapport aux 25% à atteindre en 2025. Les logements sociaux, c'est important, c'est pour les jeunes, c'est pour les familles, c'est pour les aînés, c'est pour les gens qui sont dans la difficulté. Donc nous, on a vraiment envie de trouver des solutions. Alors il y a des OAP qui sont en place, des OAP pour garder des zones en agricole, c'est important. Qu'est-ce que c'est les OAP pour nos téléspectateurs? C'est des opérations d'aménagement programmées. D'accord. Donc ça nous permet, on va dire, c'est des leviers pour prendre des décisions réfléchies, consensuelles dans l'avenir par rapport au PLU. Donc voilà. Parce que vous pensez qu'il n'y a pas de décision consensuelle en matière de modification du PLU? Mais disons que non, je pense que le PLU, on a tous une vision qui peut être presque identique, mais il y a des points sur lesquels on peut à un certain moment dévier. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on est là pour travailler ensemble pour une ville. Donc le but, c'est quand même de trouver les meilleures solutions pour la ville. Et concernant les logements sociaux, parce que c'est important, nous, ce qu'on aimerait, c'est aussi activer les bails réels solidaires, donc qui sont en place sur Hendaye et ailleurs au Pays Basque. Et puis, comme l'a dit Laurent Tariol, c'est vrai que les promoteurs, ça se fait dans beaucoup de villes en France, quand ils viennent, eh bien, il ne faut pas avoir peur de faire des bras de fer et essayer Ne pas se laisser faire. Ne pas se laisser faire et puis essayer de négocier avec eux, avec des cahiers des charges, des opérations privilégiées par rapport aux primo-accédants, par rapport aux endayés. Les promoteurs, vous avez essayé de négocier avec eux, monsieur Essenaro? Nous savons tous négocier avec les promoteurs, bien sûr, mais il y a des règles. Il y a des règles d'équilibre financier aussi. Je ne fais pas peur par rapport à leurs résultats, hein, bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose qui se négocie. Je dis simplement que dans notre PLU, par exemple, nous avons, parce que il faut quand même conjuguer à la fois moins de construction, j'entends bien, on construit mieux, mais on a quand même 700 demandes en ligne d'habitants endayés qui veulent bien être trouvés à se loger. Il faut trouver quand même le point d'équilibre, et ça, on ne l'a pas encore. Donc, en tout cas, les OAP le permettront, bien sûr, 60% de logements pour les parties constructibles. Par contre, nous avons supprimé plus de 12 hectares de zones à urbaniser qui étaient précédemment consacrées donc, à une urbanisation possible, et nous avons doté 18 hectares avec donc la commune de Rugne, 20 hectares même, de zones qui étaient potentiellement inscrites précédemment pour la construction, pour la reverser au monde agricole. Pourquoi vous l'avez modifié aussi tardivement, ce PLU, pour répondre aux autres candidats? Pour tout vous dire, nous avions eu un cabinet qui a travaillé 2 années avec nous, et effectivement, au sein du cabinet, ils se sont séparés. Il a fallu reprendre un nouveau cabinet, reprendre les études, mais je constate que d'autres villes, pas plus tard qu'à l'agglomération Pays Basque, nous avons complété les PLU du Rugne, de Saint-Jean-de-Luz et 3 ou 4 autres PLU. Ça se passe en même temps, ça met du temps, beaucoup plus de temps que par le passé. Laetitia Navarron, alors comment trouver l'équilibre? Est-ce qu'il faut privilégier les terres agricoles? Je sais que vous défendez aussi ça. Est-ce qu'il faut privilégier le logement social? Comment trouver finalement l'équilibre? Qu'est-ce que c'est votre priorité, vous? Eh bien, justement, nous, on est tout à fait réaliste par rapport à ça. Et justement, si on propose et si on impose par la suite que le taux de logements sociaux soit plus élevé sur certaines OAP, eh bien, l'OAP Moleres, par exemple, qui nous semble devoir rester et être classé en zone A, agricole, là, il y a une OAP dessus avec un projet de création de logements qui ne sera plus nécessaire si dans les autres OAP, on augmente considérablement le taux de logements sociaux. Il faut savoir que les logements sociaux aujourd'hui, ce sont des logements abordables. Ce sont les logements dont les Andayais et les Andayaises, le plus grand nombre, a besoin, et ce sont les logements qui seront dédiés au plus grand nombre. Là, on parle de 700 logements qu'il faut trouver, mais ce sont des logements sociaux qu'il faut trouver. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le fait d'augmenter les taux dans les autres OAP pour pouvoir garder cette terre Moleres. Pour nous, les deux sont compatibles. Pascal Desclaux. Oui, je tiens à dire que durant ce mandat, donc, nous avons effectivement, nous aussi, fait bloc pour préserver Moleres en zone agricole. Donc ça, c'est important, je tiens à le souligner. Pour aussi préserver le domaine d'Ouristi, qui aurait pu tomber dans les mains de promoteurs. Je pense que Ouristi doit rester aux Andayés, et il y a moyen de faire des choses. Et ensuite, concernant le domaine de l'Égaraldé, effectivement, c'était une zone à urbaniser. Une partie était en zone agricole, elle reste là où elle a fermé l'Égaraldé. Et ensuite, de par la pression des promoteurs, l'ancienne municipalité a souhaité lancer une zone d'aménagement différée qui demande ensuite une étude du CEPA, et l'étude a démontré que le maximum qu'il pouvait y avoir, c'était 400 logements, mais ce n'était pas obligatoire, le sociaux. Ça pouvait rester en zone agricole, donc c'est un point que je tiens à souligner, étant donné que nous avons eu un débat hier à Sud-Ouest, et voilà, pour que ça soit bien clair au niveau des téléspectateurs. Je veux une réponse quand même. Concernant ce domaine de l'Égaraldé,
J'ai les documents sous la main, je vous le donnerai. Je les ai Il y a aussi. une tranche donc comprise entre 600 et 700 logements qui devaient être construits. C'est faux. Les Garaldais, vous êtes arrivés dans l'opposition et vous vous êtes opposés comme par hasard à cette affectation en zone agricole. Vous avez voté contre. Et tout Non. d'un coup, vous voyez, au lieu de 12 hectares, vous voyez une zone de 4 hectares. Et celle-là qui n'est pas à vendre, contrairement à celle de les Garaldais. Celle-là, vous dites, oui, demain, j'aimerais bien qu'elle soit en zone agricole. Laurent Et je vois un Tariol, peu est-ce de que vous fumée êtes au quand même, courant hein. de tout ce qui Effectivement, se passe au sein du conseil vous pouviez municipal la passer en zone urbanisée, monsieur Je Sénard. crois que c'est un peu ce que vous déplorez d'ailleurs de ne pas avoir connaissance de ces dossiers, justement. Tout à fait. C'est ce qu'on déplore et ce que les citoyens déplorent aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'a accès à pas grand-chose. Vous étiez au courant? Oui, un peu de ce qui se passe, oui, quand même, parce que je lis quand même les comptes rendus municipaux, qui sont soi-disant représentatifs de ce qui se passe en conseil municipal. Donc vous dénoncez quoi? Un manque de transparence? Ah oui, tout à fait, oui. Aujourd'hui, il y a un manque de transparence, il y a un manque d'affichage de tout ce qui est porté par la commune dans les commissions. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font. Tout se décide dans les commissions. Les projets, les études, les réalisations, ça se décide dans les commissions. Aujourd'hui, si on est citoyen, comme moi et comme beaucoup de citoyens aujourd'hui, on n'a pas accès à tout ça. Et le contrôle municipal ne reprend pas tout ça. On peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas le cas. Cotier et Sénaro, vous répondez à ça? Oui, je dis simplement, j'ai vu effectivement nos camarades qui ont monté cette liste-là venir se préoccuper il y a un peu plus d'un mois pour récupérer les 600 et quelques délibérations des 6 ans de conseil municipal. C'est compliqué. Mes collègues élus savent comment c'est dense, comment c'est retranscrit. Reprendre 6 années de délibération en un mois et demi, c'est quand même pléthore. C'est difficile. C'est vrai que par rapport à des gens qui ne sont pas élus, être à l'extérieur, sauf à venir en séance du conseil municipal et à lire l'intégralité d'un compte rendu de conseil municipal qui rend intégralement compte de ce qui a été dit. Ce n'est pas vrai. Ça devient Ce n'est pas compliqué. vrai ce que vous dites. Aujourd'hui, j'ai participé même au dernier conseil municipal. Ce qui a été passé pas en vidéo, en fond, en rétroprojecteur. Oui. On n'a pas tout ça. Dites ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas. Arrêtez de mentir. Alors j'ai demandé des comptes rendus. Il n'y en a pas 600, parce que les comptes rendus municipaux, je les ai tous lus. Oui. Ce que je dis qu'aujourd'hui, les commissions, je dis, il y aura accès. Alors, la réponse, vous me dites, je le demande un mois avant. C'est pas un mois avant. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si on va y avoir accès, la réponse, elle est non. C'est réservé aux élus. C'est ça que je dis aujourd'hui. Ne venez pas me dire le sens contraire. Monsieur Tariol, les règles en municipalité, ce sont celles-là. Les élus ont accès à des tas de documents et les non-élus n'ont pas accès. C'est On un peut choix, créer- de la commune du maire. Alors- Vous pouvez très bien dire que dans les commissions, Non. quand je vais parler de la piscine, excusez-moi, on parle de la piscine, vous faites une étude qui coûte à peu près 25 000 euros ou 16 000 sur vous dire, j'en sais rien. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ça a coûté tant. Vous avez fait une étude avec un cahier des charges. Le cahier des charges, il aurait été intéressant que les Andaillais soient au courant de savoir quel cahier des charges vous avez mis en place pour savoir quelle Monsieur piscine. Desclot, et ensuite, Aujourd'hui, on va vous passer à un sortez autre 8 millions thème. aujourd'hui. Je- 8 millions de piscines, on ne sait même pas ce que c'est. Vous vous en servez aujourd'hui dans Monsieur Desclot, vos un mot avant réunions. de passer au thème Oui, suivant. Connaissez-vous un je peu, comprends. vous comprendrez. Je comprends Oui, la oui, oui. frustration de mon collègue, je le comprends tout Vous, à vous fait. êtes au conseil municipal. Nous, on est au conseil municipal et nous-mêmes, on a des difficultés à avoir des informations. Et les délibérations, nous les recevons 5 jours avant. Et je peux vous dire que certaines fois, elles étaient sur la table, on les découvrait. Une fois, on a protesté par Alors, rapport à un ça. mot de Laetitia Maintenant, c'est la Navarro, police. et puis on laisse- Écoutez, juste, c'est la police municipale qui nous les délivre, vous imaginez, dans les boîtes aux lettres, parce que M. Sénaro ne fait même pas confiance à la Poste, pour être dans les délais. Et je trouve que la clarté, la transparence, elle n'y est pas. Si nous, demain, nous sommes aux manettes, si je me retrouve maire, oui, la mairie va s'ouvrir, les portes, les fenêtres, les grilles. On va oxygéner cette mairie et les citoyens vont s'y Alors, retrouver. C'est un engagement. Madame Navarro, et on laissera répondre pour terminer, Monsieur Sénaro. Madame Navarro. Oui, je pense effectivement que les comptes rendus des conseils municipaux ne sont pas très agréables à lire, pour le dire. Il vaut mieux y aller pour s'en rendre compte. Tout le monde ne peut pas y aller, tout le monde n'a pas non plus envie d'y aller, ne sait pas qu'il peut y aller. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Ce que dit Laurent Tariol me semble juste aussi. C'est une volonté de ne pas mettre tous les documents à disposition. On peut changer cette volonté. Il y a une proposition de filmer et de Oui. renvoyer en direct. Elle vient de nous. hein. Oui, Et oui. c'est nous qui le faisons. Monsieur Sénaro, est-ce que les vous conseils cachez des choses à municipaux. l'administrer? Alors écoutez, effectivement, donc je reviens, je précise à M. Tariol. Rapidement, pour qu'il- répondre, on va passer à un autre thème. Il le sait. Donc l'intégralité des conseils municipaux, toutes les prises de parole sont en intégralité rédigées et mises à disposition de tout le public. Alors effectivement, il peut y avoir des documents annexes. Imaginez-vous un document sur le PLU, vous avez un document comme ça, même moi je ne l'ai pas lu en totalité, il faudrait le mettre à la disposition des personnes. Alors ça veut dire effectivement que demain, il va falloir filmer les comptes rendus, On vous l'a demandé, faire vous l'avez refusé. accéder
Après, tout cas, les ça non-élus peut à des évoluer. commissions, ça peut discuter. Et puis sur les gros projets, ce sont des projets participatifs. Il faut aller dans les quartiers, il faut le faire allier, il faut le discuter, il faut l'ouvrir. Donc c'est quelque chose que le grand s'apprête à faire, évidemment. Il y Très bien. a 3 ans, M. Sénaro a refusé de filmer les conseils municipaux à notre demande et c'est nous qui le filmons. On a un Facebook, j'invite tout le monde à aller En regarder tout cas, et des les petits choses, débriefs. semble-t-il, sont prêtes à changer. On va parler économie à présent. Hendaye est une ville transfrontalière, avec donc des avantages et des inconvénients. Pascal Destruo, justement, comment tirer parti de cette situation pour booster l'économie? Bon, écoutez, c'est une très bonne question. Je vous remercie Merci. je vous remercie de la poser parce que c'est notre cheval de bataille. Nous, on veut que le développement économique soit fort sur Hendaye. Hendaye est une ville frontalière, donc elle est au cœur de la Nouvelle-Aquitaine et Euskadi-Navarre. Je pense que la compétence économie est à l'agglomération. On a une carte à jouer avec le transfrontalier. On est au cœur du transfrontalier. Hendaye a des zones industrielles. On doit se réapproprier le foncier sur la zone des Joncos, du foncier disponible qui est vacant depuis plus de 10 ans. Ça n'a pas bougé pendant 6 ans, ça commence à bouger. On a fait pression de notre côté. C'est vrai que c'est bien. Maintenant, il faut faire venir des entreprises, il faut créer de l'emploi sur Hendaye. C'est possible. On a des atouts pour cela. On a des leviers. On a l'Eurorégion qui est au cœur, qui est à Hendaye, qui est située à Hendaye. On n'en a pas profité. Donc nous, on veut mettre tout en place. C'est vraiment important. Et on veut aussi activer la partie cuisine municipale par rapport à l'économie sociale et solidaire, parce que c'est quelque chose qu'on veut faire. Je suis très content que ça soit sur l'ensemble des programmes et ça sera mis en place, quoi qu'il arrive, je pense, sur ce mandat, par celui qui sera élu, parce qu'on a tous la volonté. Maintenant, sur l'économie, très franchement, je pense qu'Hendaye a du retard. L'ouverture des frontières, ça a été terrible, mais notre équipe est motivée pour cela. Nous avons les compétences pour cela et nous avons aussi des citoyens européens qui sont avec nous, qui nous ont rejoints et nous avons tout un réseau pour activer cette partie-là. Laurent Tariol, quelles sont vos priorités, vous, en matière économique ou de développement économique? Alors c'est sûr qu'il faut développer le développement économique sur la ville. Après, ce n'est pas une chose aisée du fait du transfrontalier. Aujourd'hui, on est une commune quand même, Irun, qui est 80 000 habitants. On est 17 000 à Hendaye. Donc beaucoup plus de commerces sont sur Irun, de par aussi la fiscalité et les salaires. C'est ça aussi qui est important à le dire aussi. Donc sur Hendaye, nous, économiquement, on essaie de voir quel projet serait possible, aménageable et durable sur la ville. Donc on avait déjà un projet en 2014, donc déjà qui est la cuisine municipale que nous avions déjà, et je suis content que tout le monde l'ait repris. Donc qui amènerait des emplois sur la ville d'Hendaye, et on pourrait mettre des Hendayais, parce qu'aujourd'hui, créer des emplois sur Hendaye, c'est bien, mais c'est aussi créer des emplois où des Hendayais puissent y travailler. Aujourd'hui, c'est à peu près 1200 chômeurs sur Hendaye. Donc des entreprises qui l'emploient, c'est bien, mais il nous faut des salariés qui sont prêts à pouvoir rentrer dans cette entreprise. Aujourd'hui, il y a des emplois qui sont en demande au niveau de chez EPTA, et on n'a pas de salariés sur Hendaye, on va dire de chômeurs, qui aient les formations adéquates. Donc aujourd'hui, la formation, c'est quand même un levier très important. Il faut mettre l'accent dessus de manière à ce que déjà, les emplois qui sont disponibles sur Hendaye... Soit réservé aux Hendayais. Non, je ne En dis pas réservé aux Hendayais. Je dis aujourd'hui, quand on parle d'emploi sur la ville de commune, on parle des chômeurs qu'on a sur Hendaye. Je ne parle pas des chômeurs de Bayonne. Donc déjà, voyons voir si ces emplois-là, on peut leur trouver de la place sur Hendaye déjà. Laetitia Navarron, quels sont vos axes prioritaires en matière de développement économique? Il faut travailler effectivement sur cette zone des Joncos ou ailleurs? Alors, il faut travailler sur la zone des Joncos. C'est une zone à caractère industriel. L'industrie, c'est plus de 1000 emplois sur Hendaye. C'est des emplois encore à développer. On va avoir à disposition de nouveaux locaux. Il va falloir donc y amener de l'emploi. Les entreprises sont en attente. Sur le transfrontalier, via l'ANECO et Translanekin, il y a des choses qui se mettent en place pour pouvoir permettre des échanges de l'un de côté et de l'autre de la frontière, pour pallier donc à ce manque de personnel qualifié que les entreprises ont besoin de recruter et qui peuvent exister d'un côté de la frontière. C'est quelque chose qui nous semble important de soutenir, mais ce n'est pas le lieu unique qui va concentrer notre énergie. On a aussi, donc au niveau du port, une activité à vraiment développer, des activités qui ont disparu, mais il y a une réelle nécessité de les remettre dans le cadre de l'activité économique à Hendaye. Le port reste un gros levier important. Et dernière chose, il y a le commerce de proximité. Le centre-ville a commencé à se redynamiser. Il y a eu une apparition de nouveaux commerces. Cette apparition-là va en favoriser d'autres.
il faut continuer pour que l'activité économique à Hendaye se développe. Il faut aussi que les Hendaillais et les Hendaillaises aient envie de consommer sur place. Pour ça, il faut de l'offre. Quand il y a de l'offre, il y a de la demande. Cotier et Sénaro, vous êtes satisfait de votre bilan économique? Vous voulez aller plus loin et de quelle manière? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la compétence économie revient à l'agglomération Pays Basque. Les élus que nous sommes à l'agglomération Pays Basque avons fait en sorte que de diriger des crédits sur les zones industrielles, en particulier sur la zone industrielle des Joncos. C'est ainsi que plus de 5 millions d'euros vont être affectés aux Joncos et les travaux devraient démarrer dans quelques semaines. Tout cela a été vu de concertation avec les professionnels de la place. Ils sont à peu près 60 entreprises et à peu près 1500 salariés sur la zone des Joncos. Parallèlement, nous avons fait une préemption avec l'agglomération Pays Basque, dont c'est le budget de l'agglomération Pays Basque qui a supporté l'acquisition de 2 ruines d'entrepôts qui pourraient servir justement à un des premiers employeurs en termes d'effectifs de la ville d'Hendaye, qui est la société EPTA avec ses 500 salariés. La négociation maintenant est entre EPTA et l'agglomération Pays Basque et dépasse, je dirais, l'échelle d'Hendaye, mais nous avons fait le nécessaire. Nous avons une deuxième préemption qui est en cours sur un bâtiment que les Hendaillais connaissent comme étant Lac Pays Basque, un terrain de 10 000 m² sur lequel il y a une construction de 6 000 m². Bien sûr, ce bâtiment-là est contesté, disputé par d'autres industriels de la place que nous pouvons accompagner et éventuellement par des industriels qui viennent de l'extérieur. Et puis il y a le port de Plaisance quand même. Alors nous déjà, nous allons refaire tout le centre d'accueil de l'autoport pour pouvoir reloger dans de meilleures conditions déjà les entreprises qui existent. Nous avons un petit budget de 3 millions d'euros et nous avons le port de Plaisance où je regrette effectivement qu'à l'occasion des budgets, des gens qui sont ici autour de la table, et notamment M. Destruot, aient voté contre le port de Plaisance, contre le port de pêche, contre l'arrivée de Tribord où il y a quand même 250 salariés qui aujourd'hui accueille le Centre mondial de recherche. On va donner justement la parole à M. Destruot. Monsieur Destruot, clairement, M. Essénaro annonce son bilan, il est satisfait de ce bilan, il explique qu'il a beaucoup œuvré pour l'économie, et pourtant en la matière, vous dites qu'il n'y a pas eu assez d'investissement, pas assez d'ambition. Tout à fait. Donc je vais d'abord répondre à M. Essénaro. Effectivement, il y a eu en 2017 un vote de 5 millions d'euros, c'est pas rien, par l'agglomération pour embellir la zone des Joncos. Bon, écoutez, nous, on considérait qu'il fallait d'abord préempter les locaux qui étaient vides depuis 10 ans avant d'embellir. Ceci étant, ça a été voté en 2017. L'argent n'est toujours pas arrivé. Il va arriver. Quand on est premier vice-président de l'agglomération chargé des finances, je dirais que moi, demain, si je suis maire, 5 millions d'euros, je vais les chercher s'il faut à pied depuis Hendaye. Voilà, premier point. Deuxième point, concernant Tribord. Tribord, nous n'avons jamais voté contre Tribord. Nous avons simplement voté contre le fait que la cabane des pêcheurs soit démolie. Que ça soit bien précis. Donc nous, Tribord, on est bien sûr pour Tribord. Par contre, nous sommes aussi pour développer l'activité du port de pêche, de favoriser la croissance bleue qui est une compétence de l'agglomération. Et je rebondis sur le fait que nous sommes porteurs d'un projet, que nous allons soutenir un projet qui est la réserve marine au large de la Corniche, qui peut être un atout pour Hendaye. Ça, on en parlera en matière d'écologie Ensuite, tout à l'heure. concernant pour répondre à votre question, effectivement, en 6 ans, M. Essénaro a investi 12,7 millions d'euros de moins que le précédent mandat. Voilà. En diminuant la dette de 1,6 million d'euros, la capacité de désendettement qui n'était pas de 33 ans comme il l'avait claironné dans l'entre-deux tours en 2014. Elle était à l'époque de 4,44 années. Elle est aujourd'hui de 3,42. Voilà. Donc la dette est toujours là. La dette est toujours là, mais elle est en capacité de désendettement, elle est au même niveau. Sauf qu'il y a eu 12,7 millions d'euros de moins d'investis sur le mandat, avec une ville qui a grandi de plus de 1600 à 1700 habitants. Donc la ville n'a pas les structures derrière pour accueillir et pour accompagner la croissance de la population. Et ça, c'est la différence. Pour nous, investir, c'est l'avenir d'Hendaye. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que les gens attendent autre chose. Monsieur Essénaro, rapidement, avant de donner la parole à M. Tariol. Sur la dette, rapidement. Nous avions 5 millions de dettes, ils en avaient 18. Ils ont multiplié la dette par 3. Nous la ramenons à 14. Nous la réduisons de 4. Essénaro, c'est faux. Nous la réduisons de 4 alors que nous avons eu 5 millions de moins de subventions de la part de l'État. Monsieur Tariol, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous fait peur? Les impôts ont été augmentés de 8,5. 10 millions d'euros, monsieur Essénaro. 10 millions d'euros. Bataille de chiffres. Monsieur Tariol, est-ce que vous avez... L'interprétation des chiffres, ça ne vous fait pas peur de prendre les commandes d'une ville endettée? Monsieur Tariol, est-ce que vous avez peur de prendre les commandes d'une ville endettée? Non. Je dirais qu'aujourd'hui, la majorité des villes sont endettées. Après, il y a endettement et endettement. C'est quand même important.
être endetté à hauteur de 50 millions et à hauteur de 5, 6, 7, 8, ça dépend de la capacité de la ville à se financer, du nombre d'habitants de la ville. Donc non, ce n'est pas gênant. Alors concernant les investissements, alors je suis un peu d'accord avec ce que dirait M. Estruo et aussi ce que dirait M. Senaro, c'est qu'il y a eu une baisse des subventions de l'État, ça c'est clair, mais il y a eu aussi une baisse des investissements sur la ville d'Hendaye par rapport aux années précédentes. Bah, j'ai pris que les... Attendez, je finis de parler. Explication. Juste Madame un mot. Navarron, aussi un mot Juste là-dessus. un mot. Oui. Ce qu'on ne voit pas dans les investissements d'Hendaye, par exemple, c'est le pôle d'échange multimodal. Quand on fait venir autour de la table le département des Pyrénées-Atlantiques, le syndicat des mobilités, le gouvernement basque, le conseil départemental et la région, et qu'ils mettent 12 et 14 millions d'euros sur le PEM, ce n'est pas dans le budget de la ville d'Hendaye. Et pourtant, Mais c'est- le c'est- tour non, de non, table... non, non. On ne vous parle pas de ça, M. Sénaro. On ne parle pas de ça. Et pourtant, le tour de table et les fonds arrivent sur Hendaye. Ce n'est pas vous Sur qui l'avez fait Hendaye, venir, d'accord? M. Sénaro. C'est de Moi, je dis pas 2013. ça. Je dis, je prends le Oui, budget... un PEM qui 2013. démarre en 2013, alors que celui du Bayonne a démarré Après, en si je parle, 2018. si je vous dérange, vous le dites. Hein. Monsieur Sénaro, le projet d'échange multimodal, c'est un projet européen. Ne vous l'appropriez pas, s'il vous plaît. Une terrasse à faire dans le parvis de la gare d'Hendaye, c'était votre projet. Le premier pôle d'échange multimodal a démarré à Bayonne en 2018, et vous aviez 5 ans d'avance. Mais- Bon, alors moi, Écoute, le projet, s'il te plaît, Pascal, moi j'ai dit, j'ai pris le budget ligne par ligne, là où c'est marqué investissement, hein, et on remarque qu'il était à peu près de 6 millions, 5 millions d'euros pendant les 6 années où M. Salabert était. Vous, il se situe entre 4,5 millions et 5 millions. Sauf cette année où il est passé à 9 millions. Monsieur, Je mens pas Madame quand je dis Navarron, ça. c'est pas assez ambitieux ce programme-là. Merci de me donner la parole. J'étais bien élevée, j'ai beaucoup de mal à couper la parole comme ça, donc merci. Donc nous, au niveau du budget, c'est vrai qu'on est prudent et réaliste. On a une taxe d'habitation qui disparaît, qui est compensée, qui sera compensée combien de temps et à quelle hauteur. On avance quand même sur des œufs, je crois qu'on dit. Sur l'investissement, 5 millions par an nous paraît quelque chose de viable, raisonnable, sans compter les aides auxquelles on aura sûrement le droit à faire appel à d'autres, à l'agglomération, au département. Mais nous, on veut déjà, le projet qu'on présente aujourd'hui, c'est un projet qui est budgétisé à hauteur de 30 millions d'euros pour le mandat. Et on voudrait s'y tenir parce qu'après, pour qui il reste cette dette ? Vers qui on va se retourner pour faire payer cette dette. Nous, on n'est pas là pour faire mettre la main au portefeuille de façon exagérée aux Hendayais et aux Hendayaises. C'est pour ça aussi que ça nous semble important de les faire participer au projet, pour qu'ils aient la mesure aussi de ces quantités astronomiques, de ces investissements. Car souvent, c'est quelque chose qui est reproché aux municipalités. Monsieur Destro, une réponse, ensuite on va passer à autre chose. Oui, je pense qu'il faut arrêter de faire peur aux gens et aux Hendayais avec la dette. La dette, elle était de 16,3 millions d'euros en fin 2014. Elle est à 14,7 aujourd'hui, avec 12,7 millions de moins d'investissement. La dotation, laissez-moi terminer, Monsieur Sénat. Elle avait multiplié par 3. Laissez-moi terminer. Ça veut dire que moi, quand je démarre avec 18 millions, je multiplie la même aussi dette par 3. Vous êtes un financier, vous maniez les chiffres, mais vous n'avez pas l'ambition pour Hendaye. Je suis désolé. Merci. Vous avez l'ambition pour la fiscalité, l'ambition pour les impôts. Non. Les impôts, vous les avez augmentés de 10 millions d'euros en 6 ans. Vous voulez les augmenter, vous, les impôts, Monsieur Destruo ? Non, les impôts ont été augmentés de 10 millions d'euros. La dotation de l'État a baissé de 4 millions d'euros. Et malgré le transfert de compétences à l'agglomération, les dépenses, les charges de fonctionnement ont augmenté de 5 millions d'euros. Voilà, Monsieur Sénaro manie les chiffres, il sait faire peur aux gens. Nous, on est des gens, on est des citoyens, on sait aussi manier les chiffres et on va faire peur aux gens. Par contre, on va agir. Ce qu'on n'avait pas compris, Monsieur Destruo, si vous permettez, c'est que quand il y a un transfert de compétences à l'agglo, évidemment, on la paye à l'agglo. J'ai très bien compris. Alors, non, vous ne l'avez pas compris. Si, nous avons très bien compris. En tout cas, vous devriez mieux l'expliquer à nos auditeurs. Le budget, ça intéresse les Hendayais. Ce qui intéresse aussi beaucoup les Hendayais, ce sont les services publics. Hendaye a perdu son bureau de poste à la Plage, sa trésorerie et son commissariat. Est-ce que vous pouviez vous opposer à ce genre de suppression, Monsieur Sénaro ? Non, ce sont des décisions régaliennes, bien sûr, de l'État, tout à l'heure, comme l'anti-G7, le contre-G7. Et puis, je regrette que, par exemple, encore une fois, le jour où il y a eu la première annonce de fermeture de la Poste, le maire d'Hendaye était là, avec une dizaine de manifestants,
guère plus. Et puis les manifestants sont arrivés quelques semaines ou quelques mois après pour dire les services publics sont en train de partir. Non, mais une fois qu'ils sont partis, on ne les rattrape plus. Donc aujourd'hui, la ville s'est inscrite dans une demande forte de retour de services, d'autres services, pour compenser, puisqu'on sait qu'une fois qu'en Pays Basque et ensuite en Béarn, par exemple, les perceptions ont été dépouillées, eh bien effectivement, à part manifester dans la rue, et je comprends qu'il faut le faire, et nous l'avons fait aussi, à part mettre une banderole à la mairie, ce que nous avons fait, à part une pétition qui a réuni plus de 2000 signatures en mairie, sans même, je dirais, porter des papiers aux gens, ça a été fait. Les Andaillais ont été solidaires, mais ils ont compris aussi la limite de l'exercice. Monsieur Tariol, vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez qu'effectivement, il n'y avait pas grand-chose à faire contre le départ des services publics? Je ne dis pas qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, c'est toujours difficile quand c'est des missions régaliennes. Mais de là à dire qu'on les a vus tous les 4 matins, excusez-moi, moi j'y étais tous les 4 matins dans tous les combats qui se passent sur la ville d'Hendaye et sur de nombreux sujets, excusez-moi, je ne vous ai pas vu beaucoup. Et dernièrement encore sur un sujet qui est national, qui concerne tout le monde, excusez-moi, je ne vous ai pas vu non plus. Alors, vous y avez été une fois, c'est bien, qu'une banderole, c'est bien, mais moi j'y étais beaucoup plus souvent que vous. Pas une fois. Moi, je n'ai pas été une seule fois. Alors, on va regarder un peu les vidéos si vous voulez. Oui. Pas une fois, pas une seule fois. Alors, les services publics, pour finir aujourd'hui, donc les services publics, ils sont partis. Pour les faire revenir, ça va être très compliqué. C'est l'émission de l'État. Après, l'émission de l'État, c'est les gens de l'État qui décident. Ça se décide nationalement, aussi bien au niveau des députés que des sénateurs. Donc vous pensez qu'il y avait d'autres choses, d'autres mobilisations possibles? Il y a d'autres mobilisations à faire. Et la première mobilisation à faire aujourd'hui, elle est dans les élections aussi. Un maire et ses adjoints, ils votent les sénatoriales. Deuxième chambre en France pour les décisions politiques. Madame Navarron, un mot là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'était inexorable? Inexorable, malheureusement, ça y ressemble parce que ce n'est pas un cas isolé, Hendaye. Effectivement, ce sont des décisions prises par les chefs de l'État et qui impactent sur de nombreuses communes. Hendaye, pas loin de 17 000 habitants, le manque de services publics se fait sentir. La sécurité, par exemple, il n'y a pas de commissariat d'un exercice à Hendaye. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de commissariat. Alors, nous, déjà, le commissariat, c'est effectivement un besoin. Il y a énormément de personnes en situation de précarité, en situation aussi de violence, qui ont besoin de trouver une réponse beaucoup plus rapide et sur place à Hendaye. Nous, on pense aussi qu'on a un gros travail de prévention à faire. Parce que le commissariat, c'est souvent aussi la répression. On pense que justement, même au niveau des services publics, si on travaille en collectif, en collaboration avec les habitants, les habitantes, on a aussi plus de force vive à... En tout cas, est-ce que vous voulez augmenter, par exemple, les policiers municipaux, leur donner plus de pouvoir, augmenter leur capacité d'action, mettre des moyens supplémentaires? Alors, il y a en ce moment, au niveau de la mairie d'Hendaye, une réorganisation des services. Alors, est-ce qu'il faut plus de policiers municipaux? Je n'en suis pas persuadée. Moi, je pense vraiment, et Hendaye Biltzen, on défend cette idée de pédagogie, de prévention, plutôt que de répression. Par exemple, les caméras de vidéoprotection, et non pas vidéosurveillance, mais on y est opposé. On pense que c'est vraiment de la démagogie et que c'est un coût très élevé pour peu de résultats. Écoutez, il reste 3 minutes pour ce débat. Je vous propose de dire un mot sur l'écologie. C'est important. Tous les programmes des candidats ont leur pan écologique. Monsieur Destruo, en matière d'écologie, quelles sont vos priorités? Juste une question. J'aimerais intervenir aussi sur les services publics très rapidement. Moi, je considère qu'un maire, il doit être dans l'anticipation, non pas dans la réaction. C'est un petit peu le problème de ce mandat. Je pense que paraître n'est pas agir. Être sur la photo, c'est pas agir. Donc voilà, nous on veut être dans l'action, dans l'anticipation pour éviter, parce qu'une ville de 17 000 habitants, effectivement, doit avoir des services publics, on doit les défendre, elle doit avoir un commissariat, c'est important. Il y a eu l'anti-G7 et le G7, des ministres sont venus à Hendaye et on n'a pas su en profiter, c'est dommage. Concernant sur l'écologie, il faut qu'on fasse un total sur l'écologie, monsieur Sénaro. Voilà, et puis concernant monsieur Sénaro, il avait été invité par la CGT des impôts à une réunion à Pau. Sur lequel vous n'êtes pas rendu apparemment pour défendre la trésorerie. L'écologie, ça intéresse aussi nos téléspectateurs. En matière écologique, quelles sont vos actions prioritaires en matière d'écologie? Notre programme, si vous voulez, il est bâti sur le développement économique, le progrès social, dans la préservation de l'environnement. Donc nous, l'environnement, c'est très important. On veut reverdir cette ville qui est trop bétonnée. On veut donner des poumons verts à cette ville. On veut qu'il y ait des espaces protégés. Voilà, donc on veut diminuer les déchets. On veut impliquer les enfants aussi avec un éveil citoyen. On veut aussi
préserver donc, des domaines que j'ai donnés comme référence tout à l'heure, Molerès, Ouristi. On a envie de donner de l'oxygène à cette ville et surtout au niveau de la transition écologique, de sensibiliser les habitants. Il reste très peu pour de l'avenir. temps de parole. Monsieur Tariol, vos priorités en matière écologique, c'est le transport ? Ah oui, tout à fait. On pense qu'aujourd'hui, la mobilité sur la ville, c'est un des premiers enjeux. La pollution, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus. Donc il faut le transport, la mobilité sur les villes est très importante au niveau des déplacements des gens qui travaillent et qui sont sur la commune. Donc aussi en urbain et interurbain. Donc nous, on travaillera beaucoup là-dessus, de manière déjà à faire une étude pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la ville pour lier déjà les quartiers au niveau cyclable, entre autres. Je voulais dire aussi juste un petit mot sur la réserve naturelle. Je voudrais préciser que c'était quelque chose qui a été porté par le Parti communiste en 2014 par Éric Saint-Martin, l'ancien... Je confirme. L'ancien... Très bien. Voilà. Laetitia Navarron, vos priorités en matière écologique et ensuite Monsieur Essénaro pour terminer. Alors l'écologie, c'est pas quelque chose de nouveau pour Hendaye Bilsen, donc c'est quelque chose qui s'inscrit en transversal dans tous les projets. On a signé d'ailleurs le pacte BICI qui pose les rails aussi de tout ce qui est écologie au niveau de la commune. Donc effectivement, on a le transport, les mobilités douces. On a aussi au niveau de l'emploi, tout à l'heure j'en ai pas parlé, le projet alimentaire de territoire. Donc c'est sauvegarder des parcelles, donc les Garaldés, on voudrait y rajouter Molerès, qui crée de l'emploi dans un souci d'alimentation, de souveraineté alimentaire, d'alimentation contrôlée et locale. On a aussi tout ce qui est au niveau des services sociaux, des services publics. Donc dans tous les pans, l'écologie sera là. Complètement transversal. Monsieur Essénaro, un mot sur c'est un enjeu important aussi, un enjeu de société important, l'écologie. Oui, alors effectivement, tous nos projets dorénavant seront regardés sous le triptyque, je dirais, l'économie, le social et l'environnement. Donc nous allons dédier quelqu'un dans l'administration qui pourra mener cette fonction transversale parce que nous en avons besoin. Alors sur les mobilités, c'est ce qui nous revient bien sûr d'abord à l'esprit. Nous avons le pôle d'échange multimodal, donc plus de 14 millions d'euros qui vont être investis à la gare. Nous avons travaillé sur les pistes cyclables. Nous avons 12 km de pistes cyclables sur Hendaye. Nous avons travaillé sur les zones que nous avons rendues en zone agricole, près de 14-18 hectares. Nous travaillons sur l'alimentation de proximité nous postulons aussi pour un restaurant je dirais scolaire. Voilà, aussi la vertu communale qui n'utilise plus de phyto, qui va utiliser des bus, des véhicules électriques, les éclairages de nuit qui vont être contrôlés. Je suis obligée de vous couper la parole, monsieur Essénaro, je m'en excuse. Nous avons plein d'idées. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci à vous, les candidats, d'avoir participé à ce débat. Merci aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 19h55 pour la grande soirée électorale sur France 3 Aquitaine. Très belle fin de soirée sur France 3. Merci. Merci à tous. Merci.